Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la rédaction. Au sommaire de cette édition. La mise en œuvre de la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022 était à l'honneur aujourd'hui lors d'une réunion organisée par le secrétariat d'État aux affaires sociales. Et attentat de Kaboul, la ville est en alerte maximale. Merci à vous de nous rejoindre. Nous débutons cette édition par ce 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté donc le 22 janvier dernier, qui entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui verra aussi le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'organisation panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagame. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra également part aux travaux de ce sommet. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba s'est mis donc sur son 31 avec le 55 drapeaux des pays membres flottant au vent pour accueillir les délégués à son sommet biannuel qui s'est ouvert le 22 janvier dernier. Ce rendez-vous a débuté par des réunions préparatoires en attendant l'arrivée des chefs d'État réunis en huis clos du 28 au 29 janvier. Ceux-ci auront à plancher sur plusieurs dossiers majeurs concernant l'avenir du continent et le bon fonctionnement de ses institutions. Du 22 au 23 janvier, le comité des représentants permanents, le COREP, composé des ambassadeurs de 55 pays, s'était donc réuni pour faire un premier tri dans les travaux en cours. Puis du 24 au 25 janvier, le conseil exécutif, composé des ministres des Affaires étrangères des pays du continent, avait pris le relais pour finaliser les dossiers prioritaires, dont celui des réformes institutionnelles et financières de l'Union africaine, coordonné par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Le secrétariat d'État aux affaires sociales, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé ce dimanche au Djibouti Palace Kempinski un atelier de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Cet atelier a eu lieu en présence des membres du gouvernement, dont la secrétaire d'État aux affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales, des secrétaires généraux et des directeurs des différentes institutions. L'objectif de cette stratégie est de mettre en place un dispositif efficace de protection sociale destiné aux populations pauvres et vulnérables, élaboré et validé au cours d'un processus participatif qui a regroupé les différents partenaires. Cette stratégie cible particulièrement les plus vulnérables. C'est pourquoi le secrétariat d'État aux affaires sociales a réalisé au préalable un ciblage des populations vulnérables en vue de leur permettre de bénéficier de ces programmes. Prenons la parole. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et celui de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, ont indiqué que l'objectif de la mise en place d'une stratégie concernant le domaine de la protection sociale se doit de pallier aux lacunes par le développement et d'assurer la cohérence et la complémentarité des interventions des parties prenantes. Je vous propose de les suivre. J'ai voulu intervenir pour, dans un premier temps, féliciter le travail fait par ma collègue Mouna. Depuis, je me rappelle, octobre 2016, la dernière fois lorsque nous sommes partis en mission sur Washington, je me rappelle que Mouna est partie avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de... avec ce souci de vraiment de résoudre et de trouver les réponses à ces questionnements. Et lors de ces discussions avec la Banque mondiale, elle a essayé de convaincre, si vous voulez, de l'importance de cette question sociale concernant justement le développement socio-économique de Djibouti. Et je me rappelle que la Banque mondiale ont donné leur engagement. Et vous voyez, quand il y a la forte volonté des responsables politiques, mais également l'engagement des partenaires, on ne peut avoir que des résultats. La preuve aujourd'hui, à cette date, nous avons une vision sur le plan de la protection sociale, mais également une stratégie est mise en place. Et donc, pour cela, je voulais, dans un premier temps, remercier la Banque mondiale, l'engagement de la Banque mondiale, mais également féliciter ma collègue pour tout ce travail fait. Il nous faut aller rapidement pour offrir un meilleur bien-être pour nos compatriotes et en même temps avancer sans qu'aucune personne ne soit laissée sur le chemin.
Notre croissance à Djibouti depuis une décennie est continue, avec une moyenne de 5%. Mais on sait également que malgré une baisse du taux de pauvreté, elle reste cependant malheureusement résiliente, on va dire. Il y a eu beaucoup d'efforts sous le leadership du président de la République pour apporter des réponses à travers différents programmes, entre autres l'ancien programme qui a été l'INDS et qui a vu la création d'une agence nationale, mais également qui a eu pour également aboutissement la création d'un ministère à part entière pour la solidarité nationale, pour les affaires sociales. Et beaucoup d'efforts ont été faits depuis ces dernières décennies, sur tous les plans, tant au niveau d'une stratégie de réponse à la vulnérabilité, mais également d'améliorer l'inclusion, et de rendre notre croissance inclusive. Plusieurs programmes, et les plus récents, je vais les citer rapidement, ont été des programmes dédiés également au cash transfert pour les familles vulnérables. On a eu également la protection des personnes âgées. Ce sont des textes réglementaires comme des textes législatifs qui ont été soumis à la demande du président de la République. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Bouna Ousmane Aden, a rappelé que cette stratégie nationale de protection sociale doit également fixer des priorités d'intervention dans le domaine compte tenu des contraintes de la rareté des ressources consacrées. On l'écoute. Depuis ces 15 dernières années, notre pays s'est doté successivement de stratégies de réduction de pauvreté, d'une initiative nationale de développement social, d'une stratégie de protection sociale axée sur les filets sociaux qui vient de prendre fin en 2017 et d'une vision 2035 avec un plan opérationnel qu'est la SCAP. Toutes ces initiatives trouvent leur fondement dans notre Constitution, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme et divers autres instruments internationaux auxquels notre pays a souscrit. Cependant, à ce jour, nous pouvons dire, malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires au développement, il existe encore une tranche de nos concitoyens qui restent encore vulnérables et qui n'arrivent pas à jouir effectivement de leurs droits. Nous pouvons justifier par le fait que la croissance économique positive enregistrée n'a pas permis d'infléchir la pauvreté, qu'à l'instar des autres pays en développement, une grande majorité de la population djiboutienne vit en dehors du secteur formel et aussi le caractère dynamique et imprévisible de la pauvreté. Compte tenu de ces constats, il a été indispensable et nécessaire de mettre en place des politiques nationales pour garantir la protection sociale à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, quelle que soit leur catégorie socio-économique. Ces populations doivent promouvoir une croissance économique pro-pauvre et soutenir les investissements sur les capitaux humains. Aussi, il est reconnu que la protection sociale est un outil important pour réduire la pauvreté et les inégalités tout en contribuant à la croissance économique et au développement. La présence d'un système de protection permet au gouvernement de réduire la pauvreté chronique et de promouvoir une croissance inclusive plus efficace et avec plus d'effet. Elle permet également de renforcer la capacité nationale de répondre aux crises. En effet, la réduction de la fragmentation et l'harmonisation peuvent améliorer à la fois la performance des programmes individuels et la résilience globale, l'équité et les fonctions d'opportunité de la protection sociale. Et dans le reste de l'actualité, après la réunion avec les conseils communaux de Djibouti-Ville le 14 janvier dernier, le ministère délégué à la décentralisation a organisé hier à Arta une réunion technique de concertation avec les exécutifs des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Alors Asma, bonjour. Sur quoi déjà porté cette réunion technique, Asma? Eh bien, à cette occasion, Ahmed, le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Al-Ruki, et le président du conseil régional, Elmi Abou, ont tous deux donc souhaité d'abord la bienvenue au ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, à son staff.
ainsi qu'aux présidents des exécutifs régionaux des autres régions. Et bien dans son discours d'ouverture, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Amis, a tout d'abord formulé à l'assistance ses vœux, des meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il a félicité les présidents des régions pour leur présence à cette réunion, laquelle témoigne de leur engagement à mener à bien leur mission. Il a par la suite rappelé l'objet de cette réunion, qui, on le rappelle, technique, qui portait sur le bilan de l'année écoulée, ainsi que des discussions sur plusieurs thématiques, entre autres l'état civil, les plans de développement régional et la fiscalité locale. Eh bien, le ministre a rappelé que des activités importantes ont été entreprises au cours de l'année dans l'élaboration d'un code et d'un dispositif de financement des collectivités qui seront l'objet d'une validation nationale après des états généraux de la décentralisation prévus dans les prochains mois. Le ministre délégué à la décentralisation a rassuré les présidents des régions de son soutien en vue de l'accomplissement de l'objectif politique qui est l'horizon de la politique nationale de décentralisation, améliorer le quotidien des concitoyens dans tous les secteurs. Actualité oblige, le ministre a rappelé dans son discours l'enjeu des législatives du 23 février prochain et a demandé aux élus locaux de s'impliquer d'abord pour encourager leur mandat, en leur demandant de retirer les cartes de vote et ensuite dans la campagne aux côtés de la coalition des partis qui soutiennent la politique et la vision du chef de l'État. Merci Asma pour toutes ces précisions. Et notre équipe sur place a par la suite recueilli les réactions des responsables présents à cette réunion. C'est d'abord une réunion de briefing, des bilans, et il y avait trois grands sujets qui étaient à l'ordre du jour, à savoir par exemple le bilan des compétences qui ont été transférées jusqu'à présent. Ça fait pratiquement une année que nous avons un ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Il était question bien sûr de l'état civil qui est un transfert effectif et carrément transféré de la préfecture au profit des entités décentralisées. Nous avons fait un tour de table sur les actions sociales qui font partie bien sûr de notre mandat. Bien sûr, nous avons parlé largement des plans de développement régionaux qui ont été scellés, promulgués et validés bien sûr. Et qu'en est-il? Quelles sont les actions qui ont été effectives, qui ont été entreprises et quelles sont les actions qui restent? Et comment, dans quel canal doit-on emprunter pour la mobilisation bien sûr des finances, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et en dernier lieu, nous avons vraiment discuté sur la fiscalité locale. Et une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre la Commission nationale de la communication, la CNC, et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La rencontre a eu lieu donc au siège de la CNC. Au menu des discussions, collaborer et travailler de concert pour les futures élections législatives saines et transparentes et œuvrer pour une neutralité effective et ainsi qu'une supervision efficace et efficiente. Sachant qu'une des principales prérogatives de la Commission nationale de la communication est de veiller au respect de l'accès équitable des partis politiques aux médias. Autre mission de la CNC, superviser l'ordre et le temps de passage des candidats aux élections. Étaient présents les deux présidents des deux commissions électorales et de communication, Dine Mohamed Burhan et Ouloufa Ismail Abdou. Pour justement préparer les élections et la période de campagne électorale législative 2018 dans la sérénité et surtout dans l'équité qui régit donc notre République et notre démocratie. L'équité en ce qui concerne donc la CNC, c'est une équité à l'accès aux médias qui doit être équitable à tous les partis politiques, qui donc dans notre rôle, étant donné que cette institution est nouvelle, elle a été donc instituée et mise en place en décembre 2016. Les membres ont été nommés en décembre 2016. Nous avons couvert donc pour la première fois la campagne électorale communale donc de 2017 et là pour la deuxième fois donc nous allons donc garantir l'accès équitable aux médias à tous les partis politiques.
Une rencontre intergénérationnelle, une journée riche en sport qui a permis à une centaine de personnes de nationalités différentes, toutes générations confondues, venues de différents horizons, de se réunir afin de participer à une course qui a eu lieu vendredi dernier pour la fraternité avec pour thème tous frères, tous sœurs. Il s'agissait là à travers cette noble initiative riche en émotions, ces rencontres et ces moments de joie de mettre en place une plateforme sociale de sensibilisation et de la promotion de la solidarité et de l'amour pour son prochain afin de créer un monde juste et équitable. C'est plutôt dans une atmosphère calme et détendue qu'une course pour la fraternité est organisée par le Caritas au terrain Aouled, plus précisément sur la route reliant le Héran et le port. Cette course est organisée par le Caritas Djibouti conjointement avec l'association Al-Rasli du quartier 2 et le conseil de la société civile de Balbala, tous enthousiastes, ont contribué donc à la réussite de cette journée riche en sport. Le directeur du Caritas Djibouti a dans son intervention souligné l'importance que revêt cette course pour un élan promoteur et également mis l'accent sur la dimension morale et de l'événement afin de créer une jeunesse consciente, citoyenne et solidaire. Frères, tous sœurs. Donc comme vous le voyez derrière moi, il y a des centaines de personnes qui se sont réunies aujourd'hui, de tout horizon différent, de toutes nationalités différentes, de tout âge différent aussi. Le but, c'est pendant au moins une matinée, essayer de se sentir vraiment frères et sœurs et de partager un moment de solidarité ensemble. Alors la course a été organisée en priorité avec Caritas Djibouti, avec l'association Al-Rasli du quartier 2 et avec le conseil pour la société civile de Balbala. Et on a eu la collaboration et le support d'autres autorités comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, la mairie de Djibouti, la police de Djibouti et puis d'autres organismes privés notamment qui nous ont beaucoup aidés et on les... Sport toujours, la fédération djiboutienne de taekwondo a organisé vendredi après-midi au stade de Gouled, la grande salle polyvalente, une remise de matériel aux différents clubs de la capitale et des régions pratiquant ces disciplines sportives de combat. L'événement a réuni sur place les dirigeants de la fédération, en l'occurrence Fardoussa Moussaïgué, la présidente donc de la fédération, le directeur de sport au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Abshir Ali, ainsi que d'autres responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, comme le directeur adjoint du stade Gouled, Abdelkader Houmeddini, et bien sûr plusieurs jeunes représentant les clubs de taekwondo. Les jeunes, donc apprenant de cet art martial, ont présenté à l'assistance quelques exercices de la discipline. La présidente de la fédération de taekwondo a précisé avoir reçu ce matériel de la fédération internationale de taekwondo présidée par Monsieur Chou. Selon la présidente de cette discipline, Fardoussa Moussa, de grands projets dans le cadre de la promotion de cette discipline sont en cours en collaboration avec la Fédération internationale de taekwondo, telle que la construction d'un dojo à Obok pour la pratique de cette discipline sportive montante dans toute l'Afrique. Par ailleurs, se félicitant du soutien indéfectible du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Madame Fardoussa Moussa a adressé ses vifs remerciements à la présidente du comité olympique national, Madame Aïcha Ali Garad, grâce à laquelle sont tissés des liens solides de partenariat avec la Fédération internationale de taekwondo. Ce matériel nous a été offert, il est arrivé il n'y a pas très longtemps et ce soir nous avons distribué certains de ces matériels à nos jeunes qui pratiquent le taekwondo. Et aussi que l'année dernière, en 2017, le docteur Chou, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, est venu ici à Djibouti. Nous avons signé une convention avec lui et nous aurons bientôt un centre qui sera un dojo qui sera construit à Markazi au niveau du centre des réfugiés. Et ce dojo sera ouvert à tous les Obokois. Nous avons également un instructeur qui va arriver très bientôt et qui sera là pour 6 mois. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Attentat de Kaboul dans Kali. La ville est en deuil et en alerte maximale. La capitale afghane se trouvait en alerte maximale donc aujourd'hui, après un attentat qui a fait 95 morts à Li et près de 200 blessés hier. Eh bien, le niveau d'alerte en vigueur depuis une dizaine de jours restait à son plus haut niveau à Kaboul aujourd'hui, au lendemain d'un attentat qui a fait près de 100 morts et 200 blessés. Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé fait toujours état de
95 morts, mais porte le nombre des blessés à 191, selon donc un porte-parole du ministère de la Santé. Les zones de l'attentat est un large périmètre autour, donc sont toujours entièrement bouclées. L'attentat a eu lieu dans une rue censée donc être bien protégée. Ahmad, cet attentat, l'un des pires, a frappé Kaboul ces dernières années et le troisième en une semaine dans le pays après l'attaque de l'hôtel Intercontinental le 20 janvier dernier et celle de l'ONG Save the Children à Jalalabad au nord-est de la capitale Kaboul mercredi dernier. Et nous allons revenir donc en Europe, notamment en France, avec ces inondations. Le pic de crue de la Seine à Paris est attendu ce soir aux alentours de 6 mètres à l'île. Eh bien, la Seine a continué dans la nuit d'hier à aujourd'hui sa lente montée à Paris en attendant donc le pic de crues prévues en toute fin de week-end, tandis que donc la situation s'améliorait en amont de la capitale. Le niveau de la Seine continue de monter. Le pic de crue est attendu ce soir, Ahmad, et devrait atteindre donc 5 mètres d'après les dernières prévisions. Un pic inférieur à celui de la crue parisienne de 2016 qui affichait une côte à 6 mètres. Hier soir, la Seine donc était montée à 5,75 mètres et avait gagné 11 cm en l'espace de 24 heures. Au total, donc, 1000 personnes ont été évacuées en Île-de-France. C'est ce qu'a indiqué la préfecture de police et un peu moins de 1500 foyers, Ahmad, sur 6,2 millions de personnes sont privées d'électricité selon donc un sondage qui a été fait. Et donc, il y a Enedis, donc la société d'électricité a installé quelques dizaines de groupes d'électrogènes donc pour alimenter ces 1500 foyers. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.